merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco. Comme chaque semaine, nous revenons sur l'actualité économique de la semaine. Voici les grandes lignes de l'émission. Première visite autour de la Nouvelle-France industrielle pour Arnaud Montebourg. Le ministre du Redressement productif était lundi au siège de Cassidian à Élancourt. 800 postes à pourvoir dans le secteur de la vente. L'outlet de luxe One Nation Paris organisait cette semaine un job dating. La marque Château de Versailles continue son expansion. Après sa gamme d'épicerie fine lancée la semaine dernière, elle coédite une bande dessinée. Le Château de Versailles, un concept vendeur, c'est notre dossier de la semaine. Et puis nous célébrons cette semaine la semaine européenne de la mobilité, l'occasion de discuter des moyens de faciliter les transports domicile-travail des salariés. Nous en discuterons avec notre invitée, Maëlys Fleurier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la référente des plans de déplacement inter-entreprise de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous discuterons du coup de ce qui est mis en place localement. À tout à l'heure. On passe maintenant à l'actualité économique de la semaine. Après avoir annoncé 34 plans de reconquête industrielle la semaine dernière, Arnaud Montebourg s'est rendu au siège de Cassidian à Élancourt. 2 marchés ont été évoqués, la cybersécurité et le développement du réseau 4G. Des images de Jonathan Villeman. Lundi, le ministre du Redressement productif s'est rendu au siège de Cassidian à Élancourt. Objectif affiché, rendre concret le lancement des 34 plans de reconquête industrielle annoncés la semaine dernière. Dans cette filiale de ADS, on mise notamment sur le numérique, l'un des 4 piliers de la nouvelle mesure. Accompagné de Benoît Hamon et de Fleur Pellerin, il a rencontré des salariés du groupe, dont ses ingénieurs en recherche et développement. Défendez bien la France, je crois que vous le faites bien déjà, alors continuez. Merci beaucoup. Protéger la France, ou plutôt son économie et ses emplois via l'innovation, voilà l'enjeu. Cassidian cherche notamment à concurrencer les entreprises étrangères dans les secteurs de la communication sécurisée et de la cybersécurité. Nous pouvons considérer que se défendre est une activité de souveraineté, mais c'est aussi une activité de nature économique, industrielle et créatrice d'emplois. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'en faire un des 34 plans industriels présentés à l'Élysée sous l'autorité du président de la République. Le plan numéro 33 s'appelle cybersécurité. Un partenariat public-privé a été mis en place avec à la clé des investissements notamment dans la recherche et une évolution de la législation. Dans le numérique, on évoque le nombre de 150 000 emplois créés ou sauvés et plus de 15 milliards d'euros de valeur ajoutée générée. Nous avons un écosystème et un réseau d'acteurs qui sont extrêmement performants, qui d'ailleurs exportent beaucoup de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Et nous allons essayer de faire en sorte qu'ils coopèrent davantage pour pouvoir entraîner à la fois tout un tissu de PME et de TPE innovantes dans leur sillage et puis les aider à se constituer vraiment en groupe de taille mondiale. Encore aujourd'hui, une entreprise met en moyenne 371 jours avant de repérer une cyberattaque. Bien trop long. Du côté de la communication sécurisée cette fois, Cassidian offre un réseau 4G disponible partout, sans risque de saturation. Mais elle nécessite une fréquence de 400 MHz. Pour se développer, son alliance avec l'État est primordiale. C'est l'État qui est le dépositaire des fréquences et le choix des fréquences que fera la France dans le domaine des télécommunications sécurisées sera un modèle pour le reste de l'Europe. Donc c'est absolument fondamental et j'en ai discuté avec la ministre Fleur Pellerin. C'est quelque chose qu'on doit faire, c'est dans les 12 prochains mois, c'est là que le jeu va se jouer. Peut-être de quoi rivaliser avec les États-Unis. Les plans d'action dans le secteur numérique prévoient également de plancher sur l'e-éducation, l'hôpital numérique ou encore les objets connectés. Alors, un absent lors de la visite d'Arnaud Montebourg à Élancourt, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Nous avons donc demandé à Gérard Bachelier ce qu'il aurait eu envie de dire au ministre. On écoute sa réponse. On a plein de choses à dire au ministre et en particulier au ministre qui s'occupe de l'industrie actuellement, Arnaud Montebourg. On a besoin surtout que les chambres de commerce soient appuyées parce qu'on a l'impression que les chambres de commerce n'ont pas l'appui actuellement suffisant du gouvernement pour le développement de l'économie sur leur territoire. Nous sommes des structures importantes pour notre territoire. Il faut que les chambres de commerce puissent avoir les moyens d'offrir des services et on n'est pas toujours soutenu, je pense, par le monde politique. On a besoin du soutien des politiques pour passer nos messages. On a besoin des éléments d'un soutien budgétaire aussi, puisque actuellement on se pose des questions sur les budgets des chambres de commerce et l'évolution des budgets des chambres de commerce. On a besoin d'un budget important pour offrir des services à nos entreprises.
Coaction est un réseau d'entreprises, mais pas n'importe lequel. Il regroupe des présidents d'associations d'entreprises, ce qui représente 600 sociétés adhérentes, des grands groupes comme des PME. Une fois par an, une réunion est organisée. Elle vient de se dérouler à Montigny-le-Bretonneux. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Donc combien de recettes de confiture différentes proposent l'entreprise Andrézy et Confiture 200, 400 ou 600 Une seule réponse. 600. 600. 600. Ils ont dit 400. 600. Ici vous dites 600, ici vous dites 400. La bonne réponse est 600. Ils jouent autour d'une même table, un quiz sur les entreprises yvelinoises autour du thème du bon goût, une ambiance détendue, pourtant c'est très sérieux. Eux sont chefs d'entreprise et tous membres du réseau Coaction, un réseau créé en 2008 par la Chambre de commerce pour mettre en relation les présidents d'associations d'entreprises. Coaction, ce sont aujourd'hui plus de 600 entreprises adhérentes. C'est quand même un beau réseau et qui nous permet à la Chambre de commerce d'avoir une relation privilégiée, un effet de levier, un relais, puisque les associations sont pour nous un relais vis-à-vis des entreprises. C'est tout type de taille d'entreprise, dans tous les domaines, donc l'industrie, le service, le commerce peut-être un peu moins, mais surtout industrie et services. Et donc ça permet d'avoir aussi des relations entre PME, TPE et grandes entreprises. Et c'est quelque chose qu'il faut développer sur notre territoire. Parmi les associations partenaires, le réseau Delta Ski sur Saint-Quentin en Yvelines, un réseau puissant de 40 entreprises qui totalise 60% des salariés du territoire. Il est toujours important de pouvoir travailler en réseau, de bénéficier de l'expérience des autres, d'échanger sur nos bonnes pratiques. Ça permet d'être un acteur et d'avoir une voix portée pour l'ensemble de ces entreprises au niveau de l'agglomération, de la région, voire même de l'État. Ça nous permet à nous de nous faire entendre, mais ça permet aussi aux administrations, aux politiques d'avoir un seul interlocuteur pour toucher un grand nombre de salariés, un grand nombre d'entreprises. La CCI des Yvelines dispose également d'autres outils de partenariat tels que le réseau Plateau. Là, ce sont des cadres de grandes entreprises qui viennent apporter leur expérience aux dirigeants de PME. On se rend maintenant au Clé-sous-Bois. Un job dating était organisé cette semaine. Les recruteurs des enseignes du futur outlet de luxe One Nation Paris. Des images d'Elodie One. L'outlet de luxe One Nation Paris ouvrira ses portes au Clé-sous-Bois le 20 novembre. Les travaux sont encore en cours, mais les 112 magasins se préparent déjà en constituant leurs équipes. Ici, on recherche des conseillers de vente et des responsables de magasins dans 80% des cas, de préférence multilingue pour faire face à une clientèle à 40% étrangère. Recruteurs enchaînent les rendez-vous, scrutent les CV, un job dating pour recruter local organisé cette semaine. Pour le coup, c'est vachement porteur parce que bon, quand on n'est pas du tout de la région, on ne sait pas par où commencer pour recruter dans le coin. Donc c'est pas mal. Les profils ont été étudiés en amont, notamment par Pôle emploi, mais pour de nombreuses enseignes, il ne s'agit ici que d'une présélection avant de nouveaux entretiens, voire un essai en magasin. Ce concept atypique ne désarçonne pas pour autant les postulants. J'ai été reçue par des gens très agréables, très charmants, qui m'ont très bien renseignée, très bien accueillie surtout. Et puis voilà, quoi, j'espère que ça aboutira. 800 postes sont à pourvoir et ce chiffre pourrait augmenter. De nouvelles enseignes devraient rejoindre l'outlet d'ici la fin de l'année. Et une nouvelle enseigne a déjà annoncé sa venue, Armani. Elle disposera d'un espace de 600 mètres carrés. On passe maintenant à l'entretien. C'est la semaine européenne de la mobilité et Maëlys Florier, notre invitée, a été beaucoup occupée. Vous êtes allée à la rencontre des salariés d'entreprises du secteur pour discuter donc des modes de transport, notamment domicile-travail. Donc on va quand même vous présenter. Vous êtes la référente des plans de déplacement inter-entreprise à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Alors tout simplement un PDIE, un plan de déplacement inter-entreprise, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, un PDIE, en fait, c'est un travail qu'on mène avec les entreprises, avec des référents dans les entreprises, pour essayer d'améliorer toutes les conditions de transport, d'accessibilité aux entreprises. Donc, que ce soit que les salariés viennent en bus, à pied, en vélo, en voiture, on essaye d'améliorer les conditions d'accès. Vous coordonnez et vous aidez à mettre en place les mesures pour les entreprises. Voilà. Donc, à ce propos, on a cherché à savoir ce qui était fait dans une entreprise spécifique. Nous nous sommes rendus au Technocentre Renault. Je vous propose de regarder ce tour d'horizon des différentes mesures mises en place, un sujet réalisé avec Jonathan Villeman.
Depuis 2008, Renault a mis en place un plan de déplacement d'entreprise. En clair, des mesures pour optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles et limiter la pollution. En tant que défenseur de la voiture électrique, le constructeur automobile a bien entendu mis à disposition de ses salariés des places munies de bornes électriques. Mais le principal levier reste les transports en commun. Une gare routière a été créée sur le site du Technocentre et des arrêts desservent ces 15 hectares. Actuellement, bien sûr, on a précisément, mais cela bouge, il y a 6 mois, ce n'était pas la même chose, et peut-être dans un an, ce sera différent. On a 14 lignes de bus qui desservent le Technocentre Renault. Dans les nouveautés, par exemple, la ligne 9106 dessert Massy et Orly. Des aménagements obtenus moyennant finance auprès du STIF et de l'agglomération. Résultat, 14% des salariés utilisent les transports en commun. Concernant le covoiturage, des plateformes tests ont été créées sans succès, mais une collaboration avec le site dédié Wazy Up est en réflexion. Autre moyen de limiter les déplacements en voiture, le télétravail. Un accord a permis de se mettre en télétravail 1 jour par semaine. Et là, tout de suite, on a augmenté de 30-35% le nombre de télétravailleurs. Du travail à domicile et de fait moins de déplacements. Seul point noir du constructeur, les modes doux comme le vélo et la marche à pied ne connaissent qu'un faible succès, alors que 1500 collaborateurs habitent à moins de 5 km du site. Voilà, et concernant ces mesures, nous n'avons par contre pas pu obtenir d'informations concernant le budget dédié. Je pense que c'est la même chose, on n'a pas forcément d'informations là-dessus au niveau de la communauté d'agglomération. Sur le budget dédié, on sait les améliorations qu'on fait, par exemple quand on améliore l'offre bus, le nombre de kilomètres qu'on met en plus ou des choses comme ça, les aménagements cyclables. Mais après, ça fait partie de la vie de la communauté d'agglomération, parce qu'on passe aussi du temps à travailler avec les entreprises, donc ça c'est du budget temps humain. Donc si on le retrouve dans les budgets de la CASKI, après je ne l'ai pas exactement. D'accord. Donc on l'a vu, le principal enjeu, c'est les transports en commun. Votre activité, c'est également donc du coup de faciliter les transports via les bus. Les bus, parce que c'est un transport de masse, ça concerne 20% des salariés en fait en général qui viennent sur les sites. Après, on essaye d'améliorer aussi les autres alternatives à la voiture que sont le vélo. Donc dans ce cas-là, c'est d'essayer de faire des pistes cyclables quand les entreprises sont en faveur du vélo pour venir à l'entreprise. On se pose des questions sur les cheminements piétons également. Donc voilà, c'est l'ensemble des modes de transport pour arriver aux entreprises. Et puis il y a le covoiturage pour mieux utiliser la voiture. Alors on va les prendre un à un. On commence par les bus. Je crois qu'il y a eu des améliorations, notamment sur la ligne 15. Alors, il y a eu des améliorations sur la ligne 15 pour aller à la Clé-Saint-Pierre, mais en fait, c'est depuis 2008 qu'on met en place les plans de déplacement interentreprises. Donc, il y a eu des améliorations sur les lignes qui vont à la Clé-Saint-Pierre, la 463, la 475. Il y a eu des améliorations sur les lignes qui vont vers le secteur des Saules-Sangliers, la 468. Il y a eu des améliorations sur les lignes qui vont au Technocentre, avec création de lignes 460 et 466. Et récemment, on s'est attaqué à la zone d'activité de Trappel-en-Cours, où là, on a créé une ligne pour mieux desservir les salariés qui s'appelle la 430. Donc effectivement, sur tous les secteurs, il y a des améliorations quand on sait que ça répond vraiment aux besoins des salariés. Voilà, et au-delà des lignes, vous pouvez également, par exemple, déplacer des arrêts pour faciliter les accès. Oui. Améliorer les transports collectifs, c'est pas juste faire des renforts d'offres, c'est aussi des fois des solutions toutes simples où quand on ne connaît pas l'organisation d'une entreprise, des fois on a mis des arrêts devant l'entrée qui n'étaient pas la plus utilisée par les salariés, ou en tout cas qui ne permettaient pas de faire les chemins les plus courts dans l'entreprise, et donc on modifie les arrêts pour que ce soit le plus court, le plus simple possible pour les salariés. L'objectif, je crois, c'est d'arriver à un taux d'utilisation des transports en commun de 20% en 2020 contre 15% aujourd'hui. Alors, il est plutôt de 17-18% le taux d'utilisation des transports collectifs dans les entreprises, 15% pour les habitants. Donc effectivement, on essaye d'aller vers un 20% en transport collectif. Réalisable ou pas? Il est réalisable à condition aussi, donc au niveau local, on améliore beaucoup l'offre de bus, l'offre locale. Par contre, il est vrai qu'il faudrait aussi améliorer l'offre ferroviaire pour lequel beaucoup de salariés viennent par exemple de Paris. Ouais. Donc il y a un travail aussi à faire sur l'offre ferroviaire qui dépend du STIF. Alors, chez Renault, ils nous ont expliqué que le covoiturage posait problème, les gens sont intéressés, mais ça a du mal de se mettre en place. Alors, je sais que la communauté d'agglomération a mis en place un site internet dédié. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il y a des couacs? Alors, c'est un site qui fonctionne. En fait, c'est un site où on met en relation les gens.
On a créé des parties dédiées pour les entreprises si les salariés veulent d'abord se reconnaître entre eux, parce que ça les encourage à faire du covoiturage. Ce qui se passe après, c'est que effectivement dans nos modes de vie actuels, les gens ont un peu du mal avec le covoiturage parce que ça répond pas au besoin de faire plein de courses après son travail, ses propres contraintes. Le credo après, c'est de dire on peut peut-être essayer de faire du covoiturage pour 1 ou 2 journées dans la semaine, parce qu'il y a toujours 1 ou 2 journées où on a moins de contraintes que les autres. Donc sur ces créneaux-là, c'est sûrement faisable de faire un peu plus de covoiturage. Et peut-être une solution avec la nouvelle société qui s'est créée. Waze Up. Peut-être. Pourquoi pas, parce qu'en fait aujourd'hui, jusqu'à présent, on travaillait sur des plateformes internet de covoiturage où les gens regardaient les annonces des uns et des autres. Aujourd'hui, ce qui est en train de se développer, c'est du covoiturage dynamique, c'est-à-dire qu'en temps réel sur un smartphone, on sait qu'il y a quelqu'un qui veut arriver, qui va partir dans 15 minutes avec du covoiturage. Donc effectivement, c'est peut-être une solution pour les prochaines années. À envisager. Alors au niveau du vélo, donc il y a 2 choses. Il y a l'achat groupé de vélos à assistance électrique, donc ça s'est mis en place plutôt par les entreprises elles-mêmes. Avec l'aide de l'agglomération. Oui, à une aide financière non, mais on a par contre un aide pour trouver les bons interlocuteurs et les bons prix au niveau des vendeurs de vélos, parce que notre métier, c'est les transports, c'est pas le métier des directeurs d'établissement, par exemple. Oui. Ce qui est mis également en place, c'est des aménagements cyclables. Donc là-dessus, il y a eu des améliorations. Il y a des améliorations, notamment vers le secteur des saules sangliers, parce qu'on sait que les entreprises étaient favorables au vélo, et donc on a essayé de faire des aménagements dans ce secteur. Alors, votre service donc était cette semaine sur le terrain, à la rencontre des salariés. Nous sommes allés faire un tour du côté d'Orange, où vous aviez également une petite animation, des petits stands. Et nous sommes tombés sur un salarié qui habite à Fontenay-Fleury et qui a une question à vous poser. Donc, je vous propose de l'écouter. Voilà, je me pose des questions sur les interconnexions entre les réseaux entre les différentes communautés de communes. Parce que là, on voit bien ce qui a été fait sur la communauté de communes Ville Nouvelle. Mais moi, j'appartiens à une autre communauté de communes qui est celle de Versailles Grand Parc. Donc, je voudrais connaître les interconnexions au niveau des réseaux entre ces 2 intercommunautés de communes. Alors justement, est-ce qu'il y a des passerelles ? Alors effectivement, les agglomérations travaillent ensemble. On n'est pas sur des îles perdues au milieu de l'océan. Et on a conscience de ces besoins de déplacement vers les autres territoires. L'exemple, ça va être la dernière piste cyclable qu'on a fait entre Saint-Cyr et Guyancourt au niveau du rond-point des droits de l'homme, qui permet de faire la connexion qui manquait jusqu'à présent. Donc effectivement, on pense qu'on améliore le réseau cyclable sur l'agglomération et on n'oublie pas les connexions vers les autres territoires. Très bien, bon. Il entendra peut-être votre réponse, ça le rassurera peut-être. Lui, en tout cas, venait en voiture parce qu'il trouvait le réseau un peu trop compliqué. On verra si c'est amélioré dans les années à venir. Maëlys Fleurier, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. On passe maintenant au dossier de la semaine. Ou pas, petit problème technique. Donc on va le lancer quand même, on va essayer. Cette semaine, une nouvelle BD est sortie sur la vie de château à Versailles. La semaine dernière, le château lançait son épicerie fine. Alors est-ce qu'un business se crée autour de l'image du château? Réponse avec le dossier de la semaine, un sujet réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude, Élodie Moine et Anthony Reich. Le château de Versailles attire chaque année plus de 6 millions de visiteurs. Cet été, le nombre de touristes a encore augmenté de 5% par rapport à l'été dernier. Et pourtant, depuis 2011, le château utilise de plus en plus son image de marque pour s'ouvrir à d'autres marchés. Une stratégie de développement commercial entamée en 2011 pour créer de nouvelles rentrées d'argent. Outre les produits floqués en tout genre, du parapluie à la bougie Marie-Antoinette, le château de Versailles vend dorénavant des licences de marque. L'année dernière, il prêtait son nom à un jeu à gratter pour la Française des Jeux. La marque Château de Versailles a un nouveau business. La semaine dernière, Catherine Pégard, la directrice du château, lançait une gamme de produits d'épicerie fine labellisés Château de Versailles. Au menu foie gras, confiture au sureau sauvage ou encore soupe de courge au curry. Une gamme créée par une société girondine aux légumes oubliés. Le projet est né à la demande de Versailles et il y a eu une volonté de rechercher un partenariat de leur part. Moi j'ai répondu à un appel d'offres et ça s'est mis en place à partir de l'automne dernier. Les produits proposés s'inspirent des fruits et légumes appréciés au temps des rois et reines. Selon la direction du château de Versailles, le pourcentage sur les recettes est très faible. L'enjeu ne se veut pas économique.
Notre socle, c'est ce château, c'est l'histoire de Versailles. Et simplement, ces produits sont un nouvel élément d'une diplomatie, puisque le mot est à la mode aujourd'hui, d'une diplomatie culturelle qui ne passe pas seulement par les livres, qui passe encore une fois par d'autres vecteurs, et la gastronomie en est un. La contribution de ces produits, c'est aussi travailler pour Versailles, parce que c'est aussi nous aider à faire connaître Versailles, mais aussi à restaurer Versailles, remeubler Versailles et montrer Versailles. Se développer pour mieux rayonner et grâce à la gastronomie, pourquoi pas à l'international. Ces produits sont disponibles en ligne, au château, dans de grandes enseignes versaillaises ou parisiennes comme le Bon Marché et Lafayette Gourmet, mais également à l'étranger. Megève, Monaco, Andorre ou encore Shanghai, où un bureau dédié vient d'être ouvert. Bien plus près de chez nous, la ferme de Galy, partenaire du château, propose déjà la collection. Un étal a été installé la semaine dernière dans le magasin. La marque aux légumes oubliés était déjà présente, mais le directeur confirme que cette association à la marque Château de Versailles va élargir la clientèle. On va avoir deux types de publics qui vont être intéressés par ces produits. On a un public qui est en recherche de bons produits, de produits traditionnels, de bonnes recettes, éventuellement même de l'utilisation des légumes oubliés. Donc là on est sur un public local, terroir. Et on va avoir un deuxième type de public, c'est la clientèle étrangère. Aujourd'hui, le château de Versailles est un des monuments les plus visités au monde. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici au magasin de la ferme de Galy et qui seront contents pour ramener des souvenirs ou pour découvrir des produits typiques français, de découvrir ces produits à la marque Château de Versailles. Un souvenir, un produit de qualité, chacun s'y retrouve. Autre développement commercial, la bande dessinée. Depuis l'année dernière, le château de Versailles coédite avec les éditions Glénat un triptyque sur le château. Cette semaine, éditeurs, scénaristes et dessinateurs présentaient le deuxième tome, L'ombre de Marie-Antoinette. Où ça, au château bien sûr, ou plus exactement dans la dépendance de campagne de Louis XVI, le Petit Trianon. Dans cette bande dessinée, on suit les aventures d'un jeune Américain propulsé au XVIIIe siècle en pleine Révolution française. Un mélange des genres entre récits historiques et science-fiction. Jean Patchouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général des éditions Glénat. Vous présentez aujourd'hui ce deuxième tome sur le thème du château de Versailles. Qui a pris l'initiative? C'est finalement à partir de l'histoire que vous vous êtes dit pourquoi pas cette alliance, ou finalement l'histoire est adaptée? Comment ça s'est passé un petit peu? Nous avons un service de développement qui va chercher des projets aussi et des partenariats. Donc nous avons rencontré les gens du château de Versailles qui très vite se sont avérés très intéressés par ce projet. Et justement, le côté un petit peu novateur de ce qu'on leur proposait, c'est-à-dire de ne pas faire de la bande dessinée purement historique, mais d'ouvrir à des univers comme la science-fiction qui est présente dans les deux thèmes, puisqu'on va voyager dans le temps, on part du futur, là on revient vers le passé, grâce à un effet de magie, on pénètre à l'intérieur d'un tableau. Et donc ça les intéressait, c'était de sortir du cadre habituel de leur publication, et on a eu plusieurs séances de travail avec le scénariste de la bande dessinée pour justement trouver quelque chose qui leur corresponde, qui corresponde à leurs attentes, et puis qu'on pouvait mettre à leur disposition grâce à nos auteurs. Un conservateur a vu et revu scénarios et dessins pour coller parfaitement aux faits et au décor de l'époque. On se glisse dans les petites failles que l'histoire a oubliées et on raconte une histoire parallèle. C'est le grand intérêt de ces paradoxes. Mais chaque événement, chaque lieu sont vrais. Le pavillon dans lequel on se trouve, justement, sur le tome 1, il m'est arrivé de refaire justement les carreaux de fenêtre, parce qu'à l'époque, il y en avait 2 fois plus. Donc ça n'a pas échappé aux yeux du conservateur. Avec ce projet, l'objectif du château de Versailles est clair. Pouvoir voyager dans le temps et voyager ici à travers la bande dessinée, c'est une autre façon de connaître Versailles. C'est pour certains lecteurs une autre façon de s'en approcher et peut-être de devenir demain les visiteurs de Versailles, nos visiteurs. Un moyen original de grossir la clientèle. Il faut dire que ce site touristique arrive difficilement à l'équilibre. Les ventes de produits et prestations de services, la billetterie par exemple, n'ont rapporté que 42,5 millions d'euros en 2011, soit moins de la moitié des frais de fonctionnement. Alors, tous les moyens sont bons? Non, se défend la direction. Tous les projets mis en œuvre conservent la culture du lieu. Et c'est maintenant l'heure de l'agenda.
Une date à retenir, le 25 septembre, le Club des entrepreneurs de la Plaine de Versailles se réunit à Saint-Cyr. Cadres, auto-entrepreneurs, dirigeants ou encore commerçants se réunissent. Ils recevront la CGPME et des spécialistes du coworking. C'est la fin de ce Fil Éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. À bientôt.